Je me réveille au son des chaînes qui raclent la pierre, mes poignets me piquent là où le fer mord. Je me recroqueville sur moi-même, cherchant la chaleur du chaume, le réconfort des mains de ma mère qui écrasent le grain, mais je ne trouve que le froid, un froid si profond qu'il me remplit les os. J'essaie de me souvenir de la voix de mon père, de la façon dont il m'appelait Kees, le nom de son père, mais déjà, j'ai l'impression d'être dans une autre vie. Je ne prononce plus ce nom à voix haute. Ici, les noms sont arrachés comme la laine d'un mouton, coupés et oubliés. Les hommes qui m'ont emmené se moquaient de mon nom. Ils parlaient un latin sec et tranchant, discutant de mon corps comme si je ne comprenais pas. Leurs mains étaient expertes, elles me tournaient, m'inspectaient, levaient mon menton à la lumière de la torche. Les animaux celtiques rapportent toujours des prix élevés, disait l'un, et un autre, assez jeune pour être dressé correctement. Leur voix résonnait comme celle du marché, comme celle de mon père marchandant des chèvres, mais c'était moi l'animal, maintenant. Je me souviens à peine du voyage. La faim. La soif. L'odeur de la peur et des corps serrés les uns contre les autres. Certains ont pleuré tout le long du chemin, d'autres sont restés les yeux rivés sur le vide, comme si leur esprit s'était déjà enfui. Quand nous sommes enfin arrivés à Rome, j'ai pensé que les choses s'amélioreraient peut-être. Mais le marché était pire que tout ce que j'avais imaginé, plus ordonné, plus beau et plus cruel. Ils nous ont déshabillés, frottés à vif, huilés pour que nous brillions comme le marbre. J'ai vite appris à rester immobile, à ne pas broncher. Les acheteurs se promenaient autour de nous, parlant de nos dents, de notre peau, de la forme de nos jambes. Certains parlaient avec des mots entrecoupés qui sonnaient comme chez eux, mais qui n'avaient plus aucun sens. Marcus Lucali m'a acheté. Il m'a regardé comme une statue qu'il envisageait d'ériger dans son jardin. 12, peut-être 13, ont-ils dit, et il a simplement hoché la tête. L'argent a changé de main, des papiers ont été signés, et je suis devenu sien comme une paire de sandales ou un chien. Il ne m'a pas adressé la parole. Il a parlé à Alexandro, l'homme qui allait m'apprendre à survivre ici. La villa est magnifique. Trop belle. Chaque mosaïque, chaque mur peint semble un piège, un lieu à exposer, non à vivre. Alexandro est bienveillant d'une certaine manière, mais c'est la gentillesse d'un homme qui a appris à ne pas espérer. Il m'explique mes leçons, la poésie, les langues, la musique, comment m'asseoir, comment sourire juste. Mon corps, ma voix, mon souffle même doivent être modelés selon les désirs de mon maître. Mon ancien nom m'est interdit. Je suis Ganymède maintenant, un nom qui ne me dit rien, juste un rôle parmi d'autres dans une histoire que je ne choisis pas. J'apprends à baisser les yeux, à parler doucement, à me faire plaisir. Je mémorise des vers et des histoires sur les dieux et les hommes. Parfois, quand je joue de la lyre, j'oublie un instant. Les notes s'élèvent et je me souviens presque de la colline, des moutons, de la sensation du vent sur mon visage. Mais ça ne dure jamais. La musique ne m'appartient pas, elle est pour le plaisir de mon maître. Mon corps ne m'appartient pas non plus. Des herbes dans ma nourriture, des huiles que je frotte sur ma peau, des exercices conçus non pas pour me rendre forte, mais pour me garder douce et enfantine. Mes valeurs sont la jeunesse, la beauté et l'obéissance. J'apprends à anticiper les humeurs de Marcus, à lui proposer une blague, une histoire, une chanson quand il en a envie. Il y a des punitions pour les erreurs. Parfois sévères, parfois juste un regard ou une journée sans nourriture. J'apprends vite ce qui mérite une récompense et ce qui apporte de la douleur. Alexandro dit que je ne dois pas penser au passé. Ma mère, mon père, mon nom, tout cela a disparu. Ici, seul Ganymède compte. Seul le sourire, le chant, la soumission parfaite. La nuit, quand je suis seul, je murmure parfois mon ancien nom, Kees, dans l'obscurité. Il s'estompe déjà. J'ai peur de l'oublier complètement un jour. J'ai peur de me réveiller un jour et de ne plus être que Ganymède, sans aucun souvenir du garçon que j'étais, ni de la maison qui n'est plus qu'un rêve. Mais pour l'instant, je garde ce nom dans mon cœur, caché, la seule chose qui m'appartient encore vraiment. Menace de résistance. Les autres garçons de la maison deviennent à la fois compagnons et concurrents.
Il y a Alexis, un jeune Syrien aux yeux noirs, arrivé 6 mois avant vous et qui a appris à naviguer dans le système avec une habileté redoutable. Il vous montre les techniques d'application de cosmétiques pour sublimer votre teint naturel, vous apprend les façons particulières dont votre maître aime mélanger son vin et vous met en garde contre les questions à ne jamais poser et les sujets à ne jamais aborder. Et puis il y a Dionio, un jeune grec qui vit dans la maison depuis 3 ans. Il se déplace dans la villa tel un fantôme beau mais quelque peu absent, obéissant aux ordres avec une obéissance parfaite, mais sans aucune personnalité. Les autres garçons murmurent qu'il est ce qui arrive quand on s'abandonne complètement au système, toujours fonctionnel, toujours précieux, mais plus tout à fait humain. Votre première convocation privée a lieu 3 semaines après votre arrivée. Alexandro passe la journée entière à vous préparer, il choisit la tunique parfaite qui met en valeur votre silhouette élancée, coiffe vos cheveux pour qu'ils reflètent la lumière de la lampe et applique des cosmétiques subtils qui subliment votre jeunesse sans paraître artificielle. Il vous apprend les bons comportements, comment entrer dans la pièce, où vous positionner, comment répondre aux ordres sans paraître impatient ou réticent. N'oublie pas, dit-il en ajustant ton apparence pour la dernière fois, tu existes pour son plaisir. Tes pensées, tes sentiments, tes désirs, rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui compte, c'est que tu lui fournisses tout ce dont il a besoin à cet instant. Parfois, c'est une conversation, parfois une compagnie silencieuse, parfois un service plus intime. Ton rôle est de deviner ce qu'il veut et de le satisfaire avant qu'il n'ait à le demander. Le chemin jusqu'aux appartements privés de votre maître paraît interminable, bien qu'il ne s'étende que sur la longueur d'un couloir. Vos pieds nus ne font aucun bruit sur le marbre, mais votre cœur bat si fort que vous êtes certain que tout le monde dans la ville l'entend. Les gardes à la porte s'écartent sans vous saluer. Vous n'êtes pas assez importante pour mériter leur attention, et soudain, vous vous retrouvez seul avec l'homme qui vous possède entièrement. Marcus Lucali est allongé sur un canapé tapissé de soie, une coupe de vin à la main, des parchemins éparpillés autour de lui suggérant qu'il est en train de lire. Il a ôté sa toge de cérémonie et ne porte qu'une simple tunique, mais cette tenue décontractée ne diminue en rien son autorité. L'intimité du lieu rend même son pouvoir plus apparent. « Viens ici, mon garçon », dit-il sans lever les yeux de son parchemin, d'une voix ni dure ni douce, simplement neutre, le ton qu'il emploierait pour appeler un serviteur ou un chien. Vous vous approchez lentement, incertain de la distance qu'il souhaite, vous arrêtant juste hors de portée jusqu'à ce qu'il vous fasse signe de vous rapprocher. « Tourne-toi », ordonne-t-il, et tu obéis, avançant lentement pour qu'il puisse t'examiner sous tous les angles. Son regard t'examine avec la même minutie qu'au marché aux esclaves, notant les effets de semaines de toilettage et de dressage minutieux. Lorsqu'il acquiesce, tu ressens un mélange confus de soulagement et de honte, reconnaissante d'avoir passé son inspection, horrifié que ta valeur dépende de sa satisfaction esthétique. Alexandra me dit que tu apprends vite, poursuit-il en posant son verre et en t'accordant toute son attention. Récite-moi quelque chose du grec. J'ai envie de philosophie. Tu commences un passage du banquet de Platon, choisi pour sa beauté et parce que tu l'as parfaitement mémorisé. Pendant que vous parlez, vous observez son visage à la recherche de signes de plaisir ou de mécontentement, modulant votre voix en fonction de ses expressions. Lorsqu'il sourit légèrement à une phrase particulièrement élégante, vous ressentez une vague de fierté qui vous dégoûte immédiatement. Vous apprenez à trouver satisfaction dans son approbation, exactement comme prévu par votre éducation. C'est charmant, dit-il lorsque vous avez terminé. Ton accent a besoin d'être travaillé, mais ça viendra avec le temps. Assieds-toi à côté de moi, pas plus près. Je veux sentir ta chaleur pendant que je lis. L'heure suivante se déroule dans une étrange intimité, sans commune mesure avec vos relations passées. Vous restez assise, parfaitement immobile, pendant qu'il lit, vous caressant parfois les cheveux distraitement, comme vous caresseriez votre chat préféré. Parfois, il lit des passages à voix haute, testant votre compréhension par des questions qui mettent à l'épreuve votre intelligence et votre éducation. Lorsque vos réponses lui plaisent, son toucher devient plus affectueux. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, son attention se détourne, et vous apprenez à redouter ce retrait plus que toute punition physique. Cela devient le rythme de votre nouvelle existence, des journées consacrées à l'entraînement et à la préparation,
des soirées où vous êtes convié à offrir à votre maître la compagnie qu'il désire. Parfois, ce sont des discussions intellectuelles de philosophie ou de poésie, où l'on attend de vous que vous soyez impliqué, mais jamais provocateur. Parfois, c'est purement esthétique, vous servez de décor vivant pendant qu'il reçoit ses invités, preuve de son goût raffiné et de ses ressources illimitées. Et parfois, c'est plus intime, d'une manière que votre vie antérieure ne permettait pas de comprendre. Vous apprenez que votre corps, comme votre esprit, existe pour son plaisir. Une belle chambre, une éducation coûteuse, une toilette soignée, tout cela fait partie d'un système conçu pour faire de vous un bien plus satisfaisant. Vous n'êtes pas une personne possédée par hasard, vous êtes un objet conçu spécifiquement pour son usage. L'impact psychologique s'avère plus dévastateur que n'importe quelle violence physique. Vous commencez à perdre la notion du temps où s'arrête votre performance et où commence votre identité. Les manières que vous avez apprises pour plaire à votre maître deviennent automatiques, l'intérêt qu'il a cultivé pour vous commence à vous sembler sincère. Plus troublant encore, vous vous surprenez à éprouver une affection sincère pour l'homme qui vous a arraché votre liberté et vous a façonné selon ses désirs. D'autres garçons de la maison ont trouvé d'autres moyens de survivre. Alexis est devenu un maître manipulateur, jouant sur les émotions de leur maître avec une telle habileté qu'il a atteint une position de relative sécurité. Il murmure des secrets sur la gestion des humeurs de leur maître, des moyens subtils d'encourager sa générosité, des techniques pour conserver sa valeur alors que la beauté physique s'estompe inévitablement. La clé, explique-t-il lors d'un rare moment d'intimité, est de vous rendre indispensable, et pas seulement pour votre apparence. Apprenez à connaître ses intérêts professionnels afin de pouvoir lui apporter des conseils utiles. Maîtrisez la gestion du foyer pour qu'il compte sur votre efficacité. Cultivez des relations avec ses invités importants pour qu'il apprécie votre utilité sociale. La beauté passe, mais l'utilité peut durer des années. Dionio incarne une stratégie de survie différente, l'abandon total. Il s'est effacé si complètement qu'il ne semble plus éprouver de désir, de peur ou d'espoir. Il obéit aux ordres avec une obéissance parfaite, fournit tout service requis et vit dans un état de soumission si total que toute résistance est devenue littéralement impensable. D'une certaine manière, il semble satisfait, mais son contentement est la paix de la mort, non de la vie. Vous tentez de trouver un juste milieu entre la manipulation calculée d'Alexis et le suicide spirituel de Dionio. Vous jouez votre rôle avec talent, mais vous vous efforcez de préserver une part de vous-même qui reste intacte face aux circonstances. C'est plus difficile que vous ne l'imaginiez, le système est conçu pour rendre la résistance non seulement difficile, mais aussi incompréhensible. Lorsque chaque aspect de votre existence dépend de la satisfaction de votre maître, lorsque votre estime de soi a été reconstruite autour de son approbation, le concept même de pensée indépendante vous devient étranger. Les mois passent, puis les années. Votre corps commence à montrer les premiers signes subtils de l'approche de la virilité, une voix qui s'accentue et qu'il faut masquer par une respiration attentive, un développement musculaire qui exige des restrictions alimentaires de plus en plus drastiques, une pilosité faciale qui exige une épilation quotidienne. Chaque changement suscite une anxiété quant à votre utilité et votre valeur. La dynamique du foyer évolue avec l'arrivée de nouveaux garçons et la disparition des plus âgés. On assiste à un cycle complet, la terreur des nouveaux arrivants, l'adaptation progressive à leur situation, les manœuvres minutieuses pour obtenir position et faveur, et enfin l'inévitable élimination lorsque la jeunesse s'efface au-delà de toute dissimulation. Certains garçons sont vendus à d'autres familles, d'autres affranchis avec de petites pensions. Quelques-uns disparaissent tout simplement sans explication. Vous développez des relations complexes avec vos compagnons de captivité. Une amitié sincère se mêle à une compétition acharnée, un soutien mutuel teinté de la conscience que chacun d'entre vous pourrait être sacrifié pour préserver la position des autres. Vous partagez des techniques de survie, vous vous prévenez mutuellement des sautes d'humeur de votre maître et vous réconfortez dans les inévitables moments de désespoir. Mais vous rivalisez aussi pour obtenir les faveurs, sachant qu'être le garçon préféré signifie un meilleur traitement et une plus grande sécurité. Le monde extérieur existe, mais reste largement indifférent à votre quotidien. Vous entendez parler de campagnes militaires, d'événements politiques et de changements sociaux, mais ces événements vous semblent aussi lointains que la mythologie.
Votre monde s'est réduit aux limites de la villa, et vos préoccupations se sont limitées aux exigences immédiates de la survie dans cet espace confiné. Parfois, des aperçus de votre vie passée refont surface sans que vous les ayez sollicités. L'odeur du pain qui cuit peut vous rappeler la cuisine de votre mère, l'accent d'un commerçant peut vous rappeler la voix de votre père. Ces moments sont si douloureux qu'on apprend à les réprimer immédiatement, se concentrant plutôt sur la réalité présente qui définit notre existence. Votre maître vieillit lui aussi, mais plus progressivement et confortablement que ses biens. Ses cheveux grisonnent, des rides se forment autour de ses yeux, son corps s'épaissit sous l'effet d'une prospérité continue. Mais ces changements ne menacent ni sa position ni sa sécurité. Au contraire, elles renforcent son prestige et son statut social. L'âge lui apporte sagesse et respect, tandis qu'il ne vous apporte que la fin prochaine de votre utilité. La prise de conscience que votre temps est limité crée une étrange urgence dans votre quotidien. Chaque performance réussie ressemble à un sursis. Chaque signe de satisfaction continue de votre maître devient précieux. Vous vous surprenez à apprécier les petites attentions, un doux contact, un moment de conversation sincère, un cadeau précieux même si vous comprenez que ces gestes reflètent son attachement à un bien, et non la reconnaissance de votre humanité. Certains garçons craquent sous cette pression, désespérés de plus en plus de conserver leur valeur. Ils se portent volontaires pour des services plus dégradants, rivalisent plus férocement avec leurs camarades captifs, ou s'effondrent tout simplement sous le stress de maintenir un niveau de perfection impossible. D'autres, comme toi, apprennent une forme d'acceptation stoïque, remplissant leur rôle avec compétence professionnelle tout en s'efforçant de préserver un minimum de dignité. L'aspect le plus insidieux du système est de rendre les victimes complices de leur propre exploitation. Tu deviens habile à anticiper les désirs de ton maître, fier de ta capacité à lui procurer satisfaction, et rivalise avec d'autres garçons pour le privilège de servir. L'entraînement est si complet que vous intériorisez non seulement les comportements, mais aussi les valeurs de vos ravisseurs, mesurant votre valeur à leurs critères et trouvant votre identité dans leur approbation. Des années d'existence créent une sorte de syndrome de Stockholm si profond que la liberté devient non seulement impossible, mais inimaginable. Lorsqu'on entend parfois des histoires d'esclaves qui tentent de s'échapper, notre première réaction n'est pas l'admiration, mais la perplexité. Où irait-il? Comment survivrait-il? Quelle identité pourrait-il revendiquer en dehors des rôles pour lesquels ils ont été formés? Le système ne se contente pas d'emprisonner votre corps, il colonise votre imagination, rendant toute alternative à la captivité littéralement impensable. Pourtant, même au sein de ce système global, de petits actes de résistance demeurent possibles. Vous conservez des fragments de votre langue d'origine, même si vous ne la parlez jamais à voix haute. Vous conservez des souvenirs de votre famille, même si vous vous autorisez rarement à y accéder. Plus important encore, vous gardez conscience que votre existence actuelle n'est pas votre seule identité possible, même si vous n'imaginez aucune alternative pratique. La fin, lorsqu'elle survient avec la même désinvolture et la même efficacité qui ont marqué vos débuts. Votre maître s'intéresse désormais à des acquisitions plus jeunes, et votre maturité physique vous rend moins apte à occuper le poste que vous occupez. Pas de confrontation dramatique ni d'adieu émouvant, juste une conversation tranquille avec Alexandro au sujet de votre futur poste. Le maître a organisé votre affranchissement, explique-t-il, avec le professionnalisme détaché qui a caractérisé chaque aspect de votre formation. Vous recevrez un héritage modeste et des recommandations pour un emploi dans une maison sénatoriale. Votre éducation et votre comportement vous rendent apte à occuper des postes administratifs ou de tutorat. L'ironie est amère. Votre exploitation vous a doté de compétences qui vous rendent précieux dans le monde légal, mais uniquement parce que ces compétences ont été développées au fil d'années d'abus. Votre éducation en langue, en littérature et en savoir-vivre vous ouvre des portes, mais chaque opportunité vous rappelle comment vous avez acquis ces qualifications. Vos manières irréprochables et votre déférence instinctive à l'autorité font de vous un subordonné idéal, mais ces qualités vous ont été inculquées par un conditionnement psychologique. La liberté, lorsqu'elle se présente, ressemble moins à une libération qu'à un déplacement. Après des années où chaque instant a été structuré et chaque décision prise à votre place, la responsabilité de faire des choix indépendants s'avère écrasante.
Vous avez été entraîné à anticiper les désirs des autres avec une telle précision qu'identifier les vôtres devient presque impossible. Le monde extérieur à la villa est vaste et regorge de possibilités, mais vous manquez de cadre pour y naviguer en toute liberté. Les autres garçons que vous laissez derrière vous représentent tous les chemins que vous avez pu emprunter. Certains s'adapteront avec succès à leur nouvelle situation, trouvant le moyen de transformer leurs compétences de survie en véritable réussite. D'autres auront du mal à vivre la transition, incapables de fonctionner sans la structure qui a défini leur existence. Quelques-uns ne partiront jamais, vieillissant dans des positions comme Alexandro, s'intégrant au système qui les a façonnés. En quittant la villa pour la dernière fois, vous emportez avec vous non seulement les compétences et les connaissances qui définiront votre avenir, mais aussi les cicatrices visibles et invisibles qui ne guériront jamais complètement. Votre histoire rejoint les milliers d'histoires similaires que les historiens romains ont choisi de taire, des voix réduites au silence par une civilisation qui a préféré se souvenir de sa gloire plutôt que d'affronter sa honte. L'empire qui a créé ce système a fini par s'effondrer, mais pas avant que des générations de garçons comme vous ne soient passés par ces mécanismes de désir. Leurs noms sont oubliés, leurs expériences réduites à l'état de notes de bas de page dans de plus grands récits de conquête et d'épanouissement culturel. Mais leur souffrance était réelle, leur résilience remarquable, et leurs histoires méritent d'être commémorées comme étant bien plus que le prix payé pour le luxe romain. Au final, vous devenez à la fois victime et survivant, façonné par des forces qui vous échappent, mais pas entièrement définies par elles. Le garçon enlevé sur une colline celtique et l'homme finalement libéré d'une villa romaine sont liés par un fil conducteur identitaire ininterrompu qu'aucun entraînement ne saurait complètement rompre. Ce fil, aussi ténu soit-il parfois, représente le fondement irréductible de la dignité humaine que même les systèmes d'exploitation les plus sophistiqués ne peuvent entièrement détruire. Les salles de marbre sont désormais vides. Les portes dorées se sont effondrées, et l'empire qui a normalisé une telle exploitation est depuis longtemps tombé en poussière. Mais en nous souvenant de ces voix oubliées, en reconnaissant le coût humain de ce que l'histoire célèbre souvent comme les réalisations de la civilisation, nous honorons non seulement leur souffrance, mais aussi notre propre responsabilité de reconnaître des schémas similaires partout où ils émergent à notre époque. Les visages changent, les méthodes évoluent, mais la dynamique fondamentale demeure, ceux qui ont le pouvoir trouvent le moyen d'exploiter ceux qui n'en ont pas, surtout lorsque la jeunesse et la beauté sont en jeu. Leurs vies secrètes n'ont jamais été véritablement secrètes, elles étaient simplement ignorées par ceux qui préféraient ne pas les voir. En racontant leurs histoires aujourd'hui, nous nous assurons que leur souffrance n'était pas totalement dénuée de sens et, peut-être, d'une certaine manière, nous contribuons à empêcher d'autres personnes de parcourir ces mêmes couloirs éclairés par des torches et vers des portes qui ne devraient jamais s'ouvrir pour les enfants.